Mais tant mieux pour les Algériens, les mecs. On va revenir là-dessus en fonction des prises de parole de Glucksmann, vous inquiétez pas. C'est BFM TV. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes député européen, Place Publique et Parti Socialiste. On va revenir évidemment sur les dernières provocations presque à vos yeux de Donald Trump, la manière dont il s'est carrément adressé directement aux entreprises françaises, européennes, en leur disant de venir le rejoindre sur le sol américain et la réponse européenne. Mais d'abord, on vous a entendu depuis 6 mois, depuis les élections européennes, appeler de vos voeux à une distinction très claire entre la gauche que vous estimez être la gauche socialiste et la France insoumise. Est-ce que ce divorce est en train d'être acté? Est-ce que ça vous réjouit? Moi, je veux de la clarté, en fait. Je veux qu'on soit sincère. Je veux qu'on... Ah, ça m'avait trop manqué, ces discours de merde comme ça. Je veux de la clarté. Je veux un cap clair. Oh, ça m'avait manqué. Disent la vérité. Et la vérité, c'est que nous n'avons pas la même vision du monde. Nous n'avons pas le même projet, nous n'avons pas le même rapport à la politique, nous n'avons pas le même rapport à la brutalisation de la vie politique et nous n'avons pas le même rapport à l'utilisation ou non de la censure comme on l'a bien vu au Parlement. Donc, aujourd'hui, il y a une clarification qui s'opère. Et si le nouveau Front populaire était un mouvement d'union face à l'extrême droite dans une situation extrêmement précise qui était celle de la dissolution insensée de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et du temps donné 3 semaines au parti pour s'organiser et empêcher Jordan Bardella et Marine Le Pen de prendre le pouvoir. Ce n'était pas un mariage sur le fond, on le voit aujourd'hui et il faut qu'on assume. Moi, ce que je dis, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous êtes socialiste, sociodémocrate, vous êtes écologiste, vous êtes une gauche démocrate pro-européenne. Nous sommes majoritaires à gauche et nous devons défendre notre vision du monde. Il y a encore besoin de leur dire vous n'avez pas peur, non? Parce qu'en fait, c'est pas complètement acté. Vous dites vous appelez à la clarification. Est-ce que pour vous, ça y est, c'est très clair? Il y a certains points qui le sont. Hein. On a même François Hollande qui dit il faudra 2 candidats pour l'élection présidentielle. Nous n'avons plus rien en commun de ce point de vue-là, dit-il. Mais en même temps, sur cette question de la censure, les choses sont pas extrêmement clair. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui les retient? Qu'est-ce qui pourrait leur faire peur? Sur la question de la censure, on a une gauche qui a conscience du moment extrêmement grave qu'on traverse sur le plan historique, géopolitique, social, budgétaire, économique, et qui donc n'utilise pas la censure simplement pour un jeu de posture. C'est la gauche que nous représentons. Et on a vu à quel point on était capable de prendre nos responsabilités. Mais sur cette question de la censure, ça demande un effort aussi de la part du gouvernement. Je veux dire, on a arraché des concessions, il ne faut pas revenir sur ces concessions les unes après les autres. Et donc, c'est pas un accord de non-censure sur les mois qui viennent, c'est un accord de non-censure sur des engagements précis. Si ces engagements sont tenus, il n'y aura pas de censure. Si ces engagements ne sont pas tenus, eh bien, la question de la censure sera à nouveau sur la table. Mais la décision de censurer ou de ne pas censurer au moment du budget, elle ne se fera que sur le fond du budget et pas sur des menaces. Le fond du budget, que sur notre position que nous prendrons en conscience. Elle ne se fera pas sur les oukases de Jean-Luc Mélenchon et de ses affiliés. Parce que face à ces insultes, face à ces menaces, nous devons tenir bon. Il n'y a rien là-dedans qui puisse nous impressionner. Même... Aïe, 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 aïe. Le mec, il parle d'insultes alors que Mélenchon, il a juste dit qu'on va poser une option sur leur circonscription. Ça veut juste dire qu'on va mettre des candidats face au PS parce que le PS a trahi. Tout simplement, genre, le mec qui parle d'insultes. Mélenchon, il a dit quoi? Il a même pas dit que t'avais une calvitie naissante, même si elle est là depuis des années. Tranquille, mon gars, c'est qui Glucksmann? Les gars, Glucksmann, alors, faut quand même poser le contexte, c'est le big boss des européennes à gauche. Voilà, c'est le mec qui a le plus grand suffrage, qui a remporté le suffrage à gauche devant Manon Aubry. Donc, je dis pas qu'il faut pas respecter, je dis qu'il faut respecter au moins sa victoire aux européennes. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut dire. Donc, il a un poids politique. Il ne faut pas sous-estimer le poids politique de Glucksmann. Je ne dis pas qu'il va faire des 30% à la présidentielle. Je dis simplement que sa voix ne peut pas être boycottée par les médias. Parce qu'il a remporté un scrutin. Tout simplement. C'est tout ce que j'ai dit, les mecs. Je ne suis pas insouciant. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà. Après, est-ce qu'il est de droite, est-ce qu'il est de gauche? C'est vous, voilà, c'est vous qui faites... C'est un social-démocrate, quoi. Bien affirmé, d'ailleurs.
même les menaces sur les élections, on va vous mettre des candidats face au vote. Oui, parce qu'il faut quand même revenir sur les mots, notamment qui ont été prononcés hier ou qui ont été écrits par Jean-Luc Mélenchon, qui dit « s'il y avait censure, alors il confirmerait un renversement d'alliance, ne serait plus en mesure de représenter l'opposition de gauche dans leur circonscription. Cela équivaudrait à une rupture définitive avec le nouveau Front populaire et LFI serait en mesure de justifier, de présenter des candidats face aux députés socialistes qui n'auraient pas voté la censure. » Eh bien, nous ne céderons pas à la menace, nous ne sommes pas impressionnés. Il faut arrêter avec ce type de langage. C'est pas le chef qui s'adresse à ses ouailles. Revenez à la maison, l'école buissonnière est finie, tout ça est pathétique. Nous devons nous prononcer. Je déteste quand il parle, mais comment il a fait? Comment il a remporté les européennes, ce mec? Je déteste ce mec. La manière dont il parle, ça me casse les couilles. Il est pas sincère, j'ai l'impression. C'est normal, mec. C'est en conscience. Moi, je veux bien que vous disiez que ce soit pathétique et que vous les appeliez à ne pas avoir peur. Mais quand vous entendez, par exemple, Marine Tondelier, qui a pu un temps préférer l'idée de dialoguer, de tenter de dialoguer avec le gouvernement, mais qui aujourd'hui estime qu'effectivement, il faut absolument censurer et qui a l'air elle-même d'être tiraillée, à une personne comme elle, vous lui dites quoi? Je dis, prononce-toi sur le fond. Et si elle décide que la censure est nécessaire, eh ben ça doit être fait en conscience, c'est tout. Moi je pense, par exemple, je vous dis, il y a un argument qui me stupéfait, qui circule, qui est de dire, mais on peut voter la censure pour envoyer un signal, parce que de toute façon le RN ne la votera pas, et donc c'est à blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on laisse les clés au RN. Or, précisément, ce qu'on a voulu faire pendant les élections législatives, c'était d'empêcher que le RN ait les clés de la vie politique française. Donc une censure symbolique, en quelque sorte. Mais ça n'existe pas. Chaque vote, surtout sur un acte aussi grave que la censure, doit être fait en conscience. Comme si le résultat final dépendait de votre vote, Apolline. Vous êtes au Parlement, vous devez voter. Si vous votez la censure, ça veut dire que vous voulez que le gouvernement tombe. Point. Vous ne prenez pas en compte les votes des autres. Donc il n'y a pas, à vos yeux, uniquement une gestuelle ou une posture ou une censure symbolique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais de toute façon, en politique, moi, ce que j'essaye de faire au Parlement européen et ce qu'on arrive à faire avec la délégation qui unit Place Publique et le Parti Socialiste, c'est à chaque vote de voter comme si le résultat dépendait de nous, pour être en sincérité radicale. Parce qu'en fait, quand on traverse un moment de crise démocratique majeure, toutes les postures, tous les calculs deviennent profondément insupportables. Mais à la fin, est-ce que vous n'avez pas peur aussi de vous faire avoir? C'est-à-dire que si le gouvernement ne joue pas vraiment le jeu, si ce fameux conclave des partenaires sociaux n'accouche sur rien, est-ce qu'à la fin, vous vous direz pas, on s'est fait complètement avoir et on a donné 6 mois de plus à un gouvernement? Dans ce cas-là, on votera la censure. Mais on la votera sur pièces, sur des actes, sur le fait que les accords n'ont pas été respectés, sur le fait que, on a fait un dialogue social fake, sur le fait que tout cela n'était que du vent, mais on en aura la preuve. C'est pas une censure a priori, c'est pas une censure de posture, ce sera une censure qui jugera des actions. Et c'est pour ça que vous faites confiance aujourd'hui. Le mec, il a jamais foutu les pieds à l'Assemblée nationale. Il y a un seul député Place Publique, mais ça va donner des leçons avec sa grosse tête. Les mecs, franchement, moi, j'ai jamais compris, tu vois, le PS, au tout début, c'était censure, rien que la censure. Il y a eu la censure quand même. Mais ils restaient toujours dans l'opposition, mais maintenant, ils commencent à changer de stratégie. Enfin, ils ont commencé à changer de stratégie en mode, bon, ok, personne n'a gagné les élections, on va éviter de censurer. Alors que pour moi, il faut censurer, parce que pour moi, Macron n'a pas gagné. Personne n'a gagné, ok, mais c'est surtout Macron qui n'a pas gagné. Et comme c'est le mec de l'exécutif qui a le pouvoir en place, il doit prendre en compte le résultat des élections. Là, on nous a mis du Barnier qui a représenté 7%. On nous a placé du Bayrou qui représente encore moins dans le pourcentage global. Je suis en mode, mais le PS, ça vous suffit pas? Ça vous suffit pas? Vous préférez faire arracher des victoires, mais il va rester quoi à la fin? Peut-être qu'à la fin, vous allez devoir voter la censure au budget. Donc à la fin des fins, vous allez voter une censure. Donc quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? C'est ça que je comprends pas. Quelle perte de temps? C'est vraiment une perte de temps, les mecs. Moi, je ne fais pas confiance. C'est mon principe. Je ne fais pas confiance, je veux voir. C'est l'effet des moi, je suis quelqu'un de très basique. Je veux voir. Donc, c'est Saint-Thomas qui veut des preuves. Je veux voir sur les actes. Mais là, de ce que vous voyez, est-ce que vous avez l'impression, franchement, que le dialogue est engagé? Quand je vois qu'au lendemain de la non-censure, au Sénat, on coupe 1 milliard sur la recherche, oui. Là, ça devrait quand même vous donner quelques doutes. Bien sûr, mais plus que des doutes. Ça nous donne une profonde inquiétude. Et nous, on a envoyé un message extrêmement clair. Mais ne jouez pas. Allez continuer à leur faire confiance. On a eu une lettre. Ne jouez pas avec ça, moi je fais pression. Les députés socialistes ont reçu une lettre du Premier ministre.
il y a des engagements qui sont clairs. Il faut que ces engagements soient tenus. Sur d'autres questions que les seules retraites d'ailleurs, hein, sur la question des remboursements des médicaments, sur la question sur des 4000 postes de l'éducation nationale. Est-ce que là-dessus, c'est du sonnant et trébuchant? Pour vous, c'est acquis? C'est acquis, il faut que ça se matérialise. On va voir dans le budget. En tout cas, c'est écrit noir sur blanc par le Premier ministre. C'est écrit noir sur blanc. Et si on revient sur sa parole, eh bien, effectivement, nous, on sera dans une position, on n'aura pas d'autre choix que de censurer. Mais on prendra cette décision en gravité, en ayant conscience que la France a besoin d'un budget, que la France a besoin d'un gouvernement. Et vous savez, nous, on n'a aucune illusion. Hein. On sait très bien que François Bayrou ne va pas mettre en place le projet qui est le nôtre. On sait très bien que c'est pas un gouvernement de gauche. On sait très bien qu'il ne va pas engager la grande transformation écologique. On sait très bien que socialement, ce sera pas très ambitieux. On sait tout ça. Mais c'est Oh là 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 là. L'intérêt pour eux, c'est de se faire passer pour des gens prétendument plus raisonnables que LFI, alors que c'est juste des gros suceurs d'eau fleur. Mais les gars, c'est ce que je vous avais dit hier, et je partage ton avis, Mimus, c'est que la droite a toujours été un parti politique qui prône la stabilité et pas systématiquement l'opposition. On l'avait avec Laurent Wauquiez et même Retailleau quand il était sénateur. Il était dans l'opposition, il était opposé au macronisme. Mais comme il y a cette idéologie qui veut qu'on ait une stabilité dans les institutions, quitte à être dans l'opposition avec Macron, si on me propose un ticket d'entrée pour être ministre de l'Intérieur, je saisis, parce que j'aimerais stabiliser ce pays. Retailleau, il a saisi la perche. Laurent Wauquiez, pareil. Mais le truc de stabilisation institutionnelle, c'est un truc purement de droite, les mecs. Si tu veux avoir une opposition réelle, si tu veux renverser la table, ça, c'est un truc purement de gauche. Et moi, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre la position du PS. Idéologiquement, il n'y a rien qui peut... y a rien entre Retailleau et Glucksmann. Il y a rien. Rien que le motif de mettre Retailleau et Darmanin au gouvernement, c'est un motif de censure. Pourquoi ils hésitent? C'est quoi l'intérêt de vouloir arracher des victoires contre un gouvernement qui, idéologiquement, c'est le jour et la nuit? Quel intérêt, les mecs? La seule stabilité qui compte, c'est celle du peuple et de la société. Le reste, ce n'est que de la fumée. Non, mais attendez, les mecs, justement. En fait, l'Assemblée représente le peuple. Si tu censures l'Assemblée nationale, enfin, le gouvernement, pardon, c'est en quelque sorte une forme de déstabilisation du peuple français. Parce que le peuple français veut que l'Assemblée soit unie, même si on est en 3 blocs, pour ne pas censurer le gouvernement. Si l'Assemblée ne se met pas d'accord, ça prouve que le peuple français est d'accord sur rien aussi. C'est un peu à l'image, tu vois ce que je veux dire? Le PS n'a pas exclu de censurer le budget, mais c'est là où je vous ai répondu tout à l'heure. Il s'interdit pas de censurer le budget, par contre, il s'interdit de censurer le gouvernement maintenant, alors que idéologiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien entre les deux. Il n'y a rien qui les ressemble. C'est ça que j'arrive pas à capter. C'est des capitalistes et le marché sont dans le rouge en ce moment. Et le marché est dans le rouge dans ce moment. Bah oui. Mais bon. Ouais, c'est l'argent le problème, les mecs, hein. C'est l'argent le problème. Quand le CAC 40 dira OK, ils iront. Je rigole, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est ça qui me fuit, wesh. C'est ça qui me fuit. Ils sont dressés par le capitalisme, gros. C'est en responsabilité parce qu'on a conscience que les Françaises et les Français ont besoin d'un budget, que la France a besoin d'être gouvernée, que nous prendrons cette décision avec gravité et sans subir les pressions tactiques, stratégiques ou quoi que ce soit venant de ceux qui ont décidé que le gouvernement devait tomber, qu'il devait y avoir des présidentielles anticipées et que finalement tout devait correspondre aux obsessions présidentielles. Donc la seule obsession présidentielle de la France insoumise, pour vous, ferait passer à côté d'un certain nombre d'avantages gagnés par les classes sociales. Nous, on a arraché quelque chose de très concret. On a arraché la fin de la suppression des 4000 postes dans l'éducation nationale, ce n'est pas rien. La fin des remboursements de médicaments, ce n'est pas rien. On a arraché le fait que cette réforme des retraites, qui est une immense blessure sociale et démocratique, soit à nouveau discutée et surtout qu'elle soit discutée par les partenaires sociaux. Ce qui a été profondément inacceptable, hormis le fond, dans la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, c'était la brutalisation du dialogue social, négation du dialogue social, le mépris des syndicats, les attaques permanentes contre les syndicats. Et là, les syndicats sont à nouveau ceux qui ont les clés avec le patronat, les partenaires sociaux. Et quand les syndicats disent « mais nous, on va saisir la balle au bon », eh bien, les syndicats, pas tous. La CGT, pour l'instant, réserve encore sa réponse sur sa participation ou non à cette discussion. Non, mais le fait que ce soit rouvert, nous, ensuite, on jugera si ce dialogue est fake ou n'est pas fake,
faux. Arrêtez avec le mot fake. Mais ce qu'on Mais va en attendant, mais censurer a priori, c'est en fait considérer qu'on peut faire de la politique comme du bowling et balancer une boule de bowling dans des quilles gouvernementales et que tout cela n'a aucun impact. C'est pas vrai. La France, vous savez, la France estimez est dans une aujourd'hui situation économique extrêmement grave. Il y a des fermetures d'usines absolument tout le temps. Il y a une situation budgétaire qui est catastrophique. Il y a une situation sociale qui est très grave. Et on est en plus dans une situation géopolitique où nos démocraties sont attaquées en permanence par des acteurs étrangers et il faut les défendre. Donc on a besoin de stabilité, mais cette stabilité, si le gouvernement la veut, eh bien il ne doit pas revenir sur sa parole et il doit lâcher des choses. La balle est dans son camp. Exactement, la balle est dans le camp du Premier ministre et des ministres. Il faut qu'ils respectent leurs paroles et il faut surtout qu'ils comprennent que notre non-censure n'est absolument pas acquise. Si ils reviennent sur leurs paroles, eh bien, il y aura une censure. À tout moment, ça peut tomber comme un coup près. Raphaël Glucksmann, Donald Trump, hier, s'est adressé aux patrons européens qui sont réunis en ce moment même à Davos, au forum économique de Davos, en leur demandant de venir, en leur disant de venir aux États-Unis, qu'ils seraient extrêmement bien traités et que sur place, ils pourraient produire. Il a même eu cette expression, Donald Trump, il a dit l'Union européenne est très mauvaise pour nous, elle ne va pas pouvoir éviter les droits de douane. Il estime effectivement qu'il faudra donc monter les droits de douane avec l'Union européenne. Est-ce que l'Europe répond suffisamment aujourd'hui ? Non. On va douiller. L'Europe est bien trop silencieuse et bien trop faible. Vous savez, l'immense problème des dirigeants européens, c'est leur capacité ou non, et en l'occurrence leur incapacité à assumer le rapport de force. Ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on a une administration américaine qui est profondément idéologique et qui veut continuer sa guerre civile culturelle qu'elle a engagée aux États-Unis sur notre territoire. Guerre civile culturelle et idéologique. C'est-à-dire que lisons Elon Musk. Comprenons ce qu'il raconte. Ce qu'il dit, c'est tant que nous n'avons pas fait triompher nos alliés en Europe, notre pouvoir aux États-Unis ne sera pas total. Et donc, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils utilisent l'arme commerciale, pas simplement pour entamer un rapport de force d'extériorité, ce qui était le cas dans le premier mandat de Donald Trump, c'est-à-dire je mets un droit de douane sur vos produits et vous, en échange, vous allez mettre un droit de douane sur nos produits et à la fin, on fait un deal. C'est pas seulement ça. Quand on écoute le vice-président américain, Monsieur Vance, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on va mettre des tarifs sur vos produits pour que vous changiez vos législations, par exemple, sur le numérique. Vous savez, ce qu'il demande, c'est qu'en fait, nous n'appliquions pas nos propres lois. Par exemple, le DSA, le Digital Services Act, qu'on a voté à une écrasante majorité au Parlement, qui a été adopté par l'unanimité des États européens et qui permet d'encadrer les grandes plateformes américaines ou chinoises, de mettre des règles dans le débat public. Sauf que quand même, dans le même moment, si vous demandez aux entreprises elles-mêmes, je recevais ce matin sur RMC le patron de Sanofi France. Le patron de Sanofi France, il est aujourd'hui à la tête du plus gros labo pharmaceutique en France. Depuis le Covid, on n'arrête pas de dire qu'il faut de la souveraineté, qu'il faut qu'il développe en France, etc. Bon. Je l'interrogeais sur cette proposition, cette main tendue en quelque sorte de Donald Trump aux entrepreneurs en leur disant venez chez nous. Il répondait non, mais nous on reste français, on va rester là. Mais quand vous entendez quand même que là-bas ils ont décidé de mettre 500 milliards dans l'intelligence artificielle, alors que dans le même temps l'Union européenne est plutôt dans le fait de contrôler, on est dans une toute autre logique. Et il dit pour nous entreprises c'est un vrai problème. Ça veut dire que l'Europe ne croit pas aux entreprises. C'est pour ça que nous plaidons pour qu'on ait une véritable politique industrielle à l'échelle européenne. À un moment ils finiront par Il n'y a pas de politique industrielle à l'échelle européenne, c'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça que Bardella, il est contre le Green Deal, il a envie de relancer la machine, etc. Mais c'est ce que je disais, les mecs, encore une fois, hier ou avant-hier, je sais plus exactement. Bref, à côté, États-Unis, 500 milliards dans l'IA, ici en France, pas grand-chose pour l'instant, les gars. Genre, on a des bouchons qui s'accrochent à la bouteille d'eau. Merci, hein. Merci, mais faut aller plus loin, quoi. De là, votre Glucksmann. Bah, sur le fond, il a pas tort dans ce qu'il dit, Glucksmann. Sur le fond, il a pas tort. Il faut qu'on relance notre machine économique à l'échelle de l'Union européenne. Il a raison, hein, sur le constat. En plus, il critique la France insoumise parce qu'ils veulent censurer a priori comme si c'était basé sur rien, alors que la base de la démocratie qu'il prétend défendre, c'est de donner le pouvoir au peuple et respecter son choix lors des élections. Or, Macron nous pisse dessus. Et eux le sucent en espérant se faire passer pour des gentils démocrates et en faisant passer Mélenchon pour Staline, ça fait pitié. Putain, mais t'as raison, frère. C'est tellement basé, gros. C'est tellement basé. Je retire aucun mot de ce que tu viens de dire, mon gars Mimus. Je retire aucun mot. Dommage que tu sois pas Seb, mais c'est pas grave. J'ai quand même lu ta dissertation, c'est pas grave. Céder. Je veux dire, Sanofi, il dit aujourd'hui, non, je reste français, mais ils finiront par céder. On doit faire deux choses.
on doit appliquer nos lois. Ne pas trembler, ne pas fléchir, appliquer nos lois. Et s'il y a des tarifs douaniers qui sont imposés à nos productions, il faudra qu'on ait le courage d'imposer des tarifs douaniers aux productions américaines, qu'on accepte le rapport de force commercial. D'un autre côté, ce qu'il faut absolument qu'on fasse, c'est qu'on développe une politique industrielle européenne. Moi, je me bats pour ça au Parlement européen avec notre délégation, avec notre groupe, depuis des mois. Oh, Colmuting, merci pour le savoir-faire. Imposer des règles, imposer des tarifs douaniers, ça ne suffira pas. Sur ce plan-là, Donald Trump devrait presque être un modèle pour nous. C'est-à-dire qu'il encourage l'innovation de ces entreprises. Et nous, pendant ce temps-là, on est plutôt à se dire, oulala, l'intelligence artificielle, c'est flippant. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisserai le terme de modèle pour Donald Trump, mais ce qui est certain... Sur le plan du développement de l'innovation des entreprises, je vous pose cette question de manière tout à fait assumée. Est-ce qu'il faut le prendre en modèle? Alors, on va pas le prendre en modèle. Je vous garantis qu'on va pas prendre Donald Trump en modèle. On va pas faire du chantage à la terre entière comme il le fait. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a une leçon. Ne transformez pas ma question. Je vous ai pas demandé sur le chantage. Je vous ai demandé sur le financement de l'innovation des entreprises. Il y a une leçon à tirer. Enfin, deux leçons. D'abord, oui, il a raison quand il dit qu'il faut qu'on augmente nos dépenses de défense. Parce que la vérité, c'est qu'une cité, un pays qui n'est pas capable d'assurer lui-même sa sécurité n'est pas libre. Et donc, on a 500 milliards à trouver pour construire la défense européenne. Mais moi, c'est ce dont je m'occupe. On va les trouver où? C'est ce dont je m'occupe au Parlement européen. On est en train d'envisager de faire travailler 7 heures de plus les Français pour trouver 2 milliards pour le trou de la Sécu. Et vous me parlez de 500 milliards. Parce que nous avons à faire ce que nous avons fait face à la pandémie. Nous avons eu une capacité à nous endetter collectivement, la mutualisation des dettes à l'échelle européenne, à investir en commun, et c'est ce qui nous a permis d'avoir des vaccins. Il faut faire la même chose sur la défense, et c'est des plans sur lesquels on travaille à l'échelle européenne. La deuxième chose, effectivement, c'est que nous devons être un continent, pas simplement de régulation, mais d'innovation, d'investissement dans l'industrie. On doit redevenir producteur, on doit redevenir innovant. Je veux dire, mais même quand on régule les grandes plateformes, c'est une étape. Mais la deuxième étape, c'est d'avoir de l'innovation, des plateformes européennes, c'est d'être capable d'être souverain. Si vous voulez être souverain, vous devez respecter les règles que vous érigez et vous devez aussi être capable de produire. Or, le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe est devenue un continent de consommateurs. La réponse pour l'instant de la Commission européenne, c'est plutôt du coup d'aller chercher d'autres partenaires, mais sur la même logique, une logique de libre-échange, développer un accord de libre-échange avec la Malaisie, tenter d'élargir les accords commerciaux avec le Mexique et le Canada. Au fond, c'est une autre manière de refaire un Mercosur. Est-ce que c'est ça la réponse que doit avoir l'Union européenne? Non. Ce qu'on doit interroger, c'est notre modèle de manière beaucoup plus profonde que ça. Vous savez, à l'échelle du monde, on a accepté une répartition des rôles. Nous sommes des consommateurs et nous allions à des pays producteurs. Mais le fait est qu'à la fin, ce sont les pays producteurs qui sont souverains et nous qui sommes dans des situations permanentes de dépendance. Il faut qu'on retrouve le goût de la production. Il faut qu'on assume de devenir une puissance souveraine. Pour ça, on doit avoir notre propre défense, on doit avoir notre industrie, on doit être capable de reprendre le contrôle sur des chaînes de valeur de nos entreprises. On doit pouvoir produire. Et quand on regarde les politiques qui sont menées, vous savez, par exemple, dans un an, il y a la fin des sauvegardes sur l'acier par rapport à la Chine. La surcapacité de production chinoise est telle qu'on peut se faire complètement ratiboiser. Et qu'il n'y ait plus du tout cette industrie en Europe. De production d'acier en Europe. La même chose était arrivée sur les panneaux photovoltaïques. La même chose peut arriver sur l'industrie automobile et sur les voitures électriques. Donc il va falloir maintenant qu'on se dise une chose très simple, c'est que si nous ne sommes pas capables de produire... C'est vrai, c'est là où je pose le constat sur ce qu'il vient de dire, c'est vrai que les Chinois, ils ont tout le rinté, les mecs. Ils ont tout le rinté des panneaux photovoltaïques. Vous savez, les trucs pour l'électricité, capteurs de solaire, enfin capteurs solaires, etc. C'est les Chinois qui ont tout ce rinté, mec. Voilà, on est en concurrence. Oui, mais la concurrence, elle est un petit peu... elle est verrouillée aussi par les règles européennes, etc. C'est pour ça qu'on perd du terrain par rapport à ça. Mais c'est ce que Glucksmann, il veut, en gros, il veut déverrouiller ce cadenas qui nous empêche d'exploiter nos capacités et tenir tête face à la Chine, par exemple. Mais je vois un peu ce qu'il veut dire. J'aime pas le personnage, mais il y a des petites techs par-ci par-là qui, je l'avoue, c'est pas con. Voilà, je l'avoue, c'est pas con, les mecs. Sur le coup, c'est pas con. Il est débile, on est endetté à mort et il veut qu'on s'endette encore. Non, mais je ne te parle... Alors, attention les mecs, hein, je pense pas qu'il est dans une stratégie de dépenses pharaoniques. Je pense qu'on peut relocaliser, on peut récupérer nos industries. Par exemple, je sais pas, je te dis un exemple. Dans les industries pharmaceutiques, vous savez qu'en France, on a des Indiens qui développent nos médicaments. Parce qu'on a
exporté, on a délocalisé les entreprises. On peut très bien relocaliser l'entreprise. Je pense que Sanofi, ils ont énormément d'argent. La France peut débloquer des leviers pour les inciter à réinvestir en France, se relocaliser en France, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ah, par contre, si t'as plus les brevets, c'est autre chose. Ah, s'ils ont cédé les brevets à des entreprises étrangères, c'est un autre problème. Je te la garde que c'est un autre problème. C'est un autre problème. Oui, voilà. Alors, Escud, il a très bien expliqué un truc. Il y a un exemple récent, les mecs. Il y a un exemple récent. Attendez. L'Union européenne avait taxé, voire bloqué l'industrie automobile chinoise. D'ailleurs, les Chinois ont décidé de porter plainte à la Cour internationale de justice, ou je ne sais plus c'est quoi comme organisation. Ils ont dit, mais wesh, les Européens, vous êtes des fils de pute. On a le droit de ramener nos voitures chinoises dans l'Union européenne. L'Union européenne a réussi à bloquer ou à surtaxer les véhicules chinois. On a des leviers comme ça, des mécanismes pour garder notre souveraineté européenne en matière d'industrie. Genre l'industrie automobile en quelque sorte. À l'OMC, d'accord, merci le chat. Merci pour la passe D. Ils ont porté plainte à l'OMC. Les gars, je suis désolé. Ok, la Chine, il n'y a pas de problème, mais on va pas être la salope du continent, genre. Je suis désolé, on a le droit de se défendre, on a le droit de défendre notre business, même si ça me fait chier de défendre le capitalisme et tout, mais pour éviter d'être dans une sorte d'ultra-dépendance, comme le dit Glucksmann, pour éviter de se faire piéger, bah à un moment donné, les mecs, il faut qu'on passe à l'action. Et je pense même que les gars de gauche, Glucksmann, il est d'accord, mais peut-être que Mélenchon partagerait peut-être son idée, mais le fait d'être ultra indépendant, ça nous baise, les mecs, ça nous baise le chat, ça nous baise. Ah. En plus, le problème, c'est qu'on s'est auto-saboté parce que c'est l'Union européenne qui a décidé qu'on devienne plus consommateur que producteur. Et du coup, on le paye, les mecs. Hein. On le paye cash. On le paye cash, mon gars. C'est dans notre programme, d'ailleurs, le protectionnisme solidaire. Alors, notre programme, tu parles du programme de la France Insoumise. Parce que là, maintenant, la France Insoumise, ils sont dans le... Ils l'ont toujours été, mais je ne l'ai pas vraiment constaté. Mais j'ai vu, ces derniers temps, qui sont dans une sorte de protectionnisme où là, maintenant, il faut redémarrer la productivité et arrêter d'être des consommateurs, voire des surconsommateurs. Moi, à un moment donné, les mecs, il va falloir se poser la question de comment on consomme mieux et comment on arrête de surconsommer. À un moment donné, les gars, il faut se poser la question, wesh. Il y a Trump qui se barre des accords de Paris, à juste titre, leur histoire de voitures électriques. Bah ouais, c'est ça le truc, l'industrie européenne, elle est foutue parce qu'on se met des barrières. T'as d'autres pays, même dans les pays émergents, du Golfe, etc., qui investissent énormément d'argent pour développer leur pays, leur démocratie aussi. Ah les mecs, il faut qu'on rattrape notre retard maintenant. On est en retard maintenant, les gars. La sobriété, c'est aussi une mesure excellente d'un point de vue énergétique et climatique. Ah ben je suis d'accord, Alix, je suis d'accord. Comment du coup? Bah j'ai donné des éléments de réponse. Mais après, moi je suis pas politique, les mecs. Hein. C'est pas moi qui va réfléchir à la place des autres. Mais éléments de réponse, simplement lever des barrières qu'on s'est infligées. Il faut lever des barrières qu'on s'est infligées, les mecs. Tout simplement. Genre des barrières, par exemple, sur les normes agriculture, des normes sur les industries, par exemple, peut-être sur les automobiles, les normes pharmaceutiques aussi, hein. Pharmaceutiques, parce qu'on a délocalisé alors qu'on avait des grosses industries pharmaceutiques. Genre, je pense à Sanofi, par exemple. Ah, les gars, on a des leviers, hein. On a des leviers, gros. Oh, Yanis, mon gars, Yanis. C'est trop tard, on est juste un peuple consommateur, on est des clients du monde, voir les pigeons qui s'amusent à mettre des bouchons pour protéger la planète, dont la plupart des pays en ont rien à foutre. Eh ben ça, les gars, bah Péfut. Voilà, je prends l'exemple de Péfut. Voilà. Il avait dit que il est à Dubaï, Péfut. Dubaï, c'est quoi? C'est Qatar ou Émirats Arabes Unis? Non, je crois que c'est les Émirats. Je crois que c'est les Émirats. Les gars, là-bas, aux Émirats, personne ne parle d'écologie. Personne ne parle d'écologie, de pollution, de je sais pas quoi. Personne n'en parle. J'ai l'impression que c'est un truc purement français ou voire européen. Personne n'en parle. Ça pollue à foison. L'écologie, on s'en bat les couilles. Voiture diesel, en veux-tu, en voilà. La couche d'ozone, on te baise. Mec, qu'est-ce que tu veux faire face à ces personnes-là? Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis pas nique sa mère la planète. Mais je dis simplement que à un moment donné, il va falloir poser les vraies bases
d'une politique qui se veut écologique. Mais les autres pays, ils en ont rien à foutre, les mecs. Hein. Ils en ont rien à foutre. On n'est pas dans la merde avec ces pays, hein, les mecs. On n'est pas dans la merde. Hein. Et on a à côté les États-Unis qui avaient un petit peu de politique écologique, un tout petit peu quand même. Mais là, on a Trump qui a signé des accords pour pouvoir extraire encore plus de pétrole, d'hydrocarbures, etc. Ça va encore plus polluer les terres américaines. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. C'est faux, c'est faux, c'est faux et encore faux d'Oflin. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui est faux en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce qui est faux? Ah oui, l'écologie ça se fait pas tout seul, Dalmata, je suis d'accord avec toi. Hein. L'écologie ça se fait pas du tout seul. Hein. On saisit leur propriété en France, comme ça on verra s'ils assurent de rester là-bas quand on sera à plus 8 degrés. Mais tu sais que tu m'as donné une solution. Vous voyez, si par exemple un jour, les gars, un jour, si les États-Unis veulent vraiment une politique écologique mondiale, vous savez qu'ils en ont une capacité. Ils peuvent mettre des pressions énormes sur les États producteurs et pollueurs pour baisser leur pollution. Ils peuvent le faire, les Américains. Mais là, on a un autre président qui est sur un autre délire, sur une autre planète, où il veut extrêmement polluer. Bah, les mecs, on est foutus, hein. On n'aura pas ce levier américain pour forcer les pays à moins polluer. Si les Européens disent, vous devez moins polluer, mais les mecs, on n'a aucun poids. On n'a aucun poids géopolitique. Les autres pays vont nous dire, mais vous êtes qui, vous êtes des Européens de pacotille. Vous croyez qu'on va vous écouter? Eh, nique ta mère, on va polluer, frère. Bah, c'est comme ça que ça fonctionne, les gars. Ah oui. Les autres pays s'en foutent pas. La Chine a fait des progrès de malade niveau technologique, écologique par exemple. Je n'ai jamais cité la Chine. Hein. J'ai jamais cité la Chine. J'ai jamais cité la Chine, frère. Et même pas sorti de ma bouche. Je sais que les Chinois, ils ont fait un progrès justement sur l'écologie. Je le sais. Il y a des grosses factories remplies de panneaux photovoltaïques. Les voitures électriques, en veux-tu, en voilà. Les Chinois, je sais qu'ils sont assez chauds. C'est quand même des gros pollueurs encore, mais il y a du progrès. Ça, je le souligne. Il y a du progrès. Même si ça reste quand même des gros pollueurs. Il y a beaucoup de charbon et de pétrole encore. Oui, exactement. Exactement, exactement. L'Inde. L'Inde. If I speak, big trouble. Si je parle, gros problème. Les Indiens. Produire en Europe, si nous ne sommes pas capables de défendre les productions européennes, eh bien nous perdrons toute voix au chapitre. Nous disparaîtrons en tant qu'acteurs souverains. Raphaël Glucksmann, hier, 605 députés au Parlement européen ont voté le texte demandant la libération du romancier franco-algérien Boualem Sansal, qui est retenu par Alger depuis 2 mois. La résolution demande aussi qu'une mission médicale puisse rendre visite à l'homme de 80 ans qui est par ailleurs atteint d'un cancer. Vous avez voté cette résolution? Non seulement j'ai voté, mais j'ai supervisé la rédaction de cette résolution. Il y a eu une majorité écrasante. C'est un texte qui est factuel, qui exige la libération de Boualem Sansal, qui exige aussi des autorités européennes qu'elles s'impliquent pour pas que la France soit seule à demander la libération de Boualem Sansal. Ça fait 70 jours et 70 nuits que Boualem Sansal est en prison. Ce sont 70 jours et 70 nuits de honte pour ces geôliers. Sa place est en train d'écrire, de parler. Son seul crime est d'avoir écrit et parlé en homme libre. Nous devons obtenir sa libération et c'était un message extrêmement clair, quasi unanime du Parlement européen. Quasi unanime. Quasi unanime. Raphaël Glucksmann, Rima Hassan, députée européenne française présentée par la France Insoumise, a voté contre. Elle ne s'est pas juste abstenue, elle a voté contre cette résolution. Comment vous vivez ça? C'est une honte. Il y a 24 députés européens sur plus de 600 votants qui ont voté contre. Il y en a aussi extrêmement peu, une quarantaine, qui se sont abstenus. Et franchement, s'abstenir ou voter contre un tel texte factuel, où il n'y a rien d'idéologique, il n'y a rien d'historique qui soit contestable, eh bien c'est simplement cautionner l'emprisonnement d'un immense écrivain dans des geôles. Et c'est profondément scandaleux. Vous savez, moi je suis guidé par une phrase de Camus qui dit « Quand un soldat tire sur un poète, celui qui se demande si le soldat est de gauche ou de droite, ou le poète de gauche ou de droite, celui-là n'a rien compris
à l'humanité et à l'existence. Et vraiment, ce vote est une honte. Le vote donc de Rima Hassan contre cette résolution que vous avez votée et sur laquelle vous Belle phrase en fait ce qu'il a dit. Hein. J'aime bien la petite punchline. Là. avez même participé. Et ça revient, je suis désolé, sur le début de notre entretien. Tout à fait. C'est exactement ce que je pensais sur la rupture avec la France Insoumise. Et notre vision du monde, nos principes ne sont pas les mêmes. Notre rapport au débat public n'est pas le même. Donc arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Raphaël Glucksmann. Mais là où je suis d'accord avec Glucksmann, c'est qu'il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Il faut que Mélenchon il acte la fin du NFP. Ça y est, c'est bon. Les gars, c'est bon. Fini de rigoler. Nique sa mère le NFP. C'est bon. Maintenant, à un moment donné, il faut juste connexe, genre. Hein. C'est une erreur de début. Enfin, c'est une erreur de Rima Hassan, honnêtement. Moi, les gars, je vous ai déjà dit, si vous pensez que c'est une erreur de communication de la part de Rima Hassan, je peux le partager. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire que ça peut nous mettre, nous, LFI, ça peut nous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas bien. Ça nous brise dans notre communication et tout. Ça nous porte préjudice. J'entends l'argument, les gars. J'entends l'argument. Vraiment, j'entends l'argument. Non. Non. Ah, il y en a qui sont non quand même, hein. Rima Hassan, c'est pire que Katnins pour vous. C'est une erreur tout court. Ah, c'est un peu divisé le chat, hein. Oui, non. Ah, c'est un peu divisé quand même. Rima Hassan, elle a raison sur le fond. En France, on a l'apologie du terrorisme. L'Algérie a le délit d'apologie du génocide. Après, il faudrait relire le thread de Rima Hassan pour comprendre, hein, et mieux l'analyser peut-être. Je sais pas.